Donc, allons-y pour les débuts. Donc, souvent dans les conférences, j'aime bien partir de l'environnement économique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble? Et, OK. Donc, l'environnement économique. Donc, on part ça avec la liste des droits de douane. On se souvient, ça, c'était le 2 avril, le jour de la libération. Et je me souviens, dans le fond, là, on voyait ce show-là qui était quand même assez surprenant, ma foi. Et ce qu'on faisait, c'est on regardait là-dedans, on se dit, il est où le Canada? Il est où le Canada? Finalement, le Canada n'est pas là. Donc, on se revient dans la bonne vieille ALENA ou l'ASEUM, c'est-à-dire notre entente commerciale entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, dans cette folie, si on veut, de tarifs douaniers, le Canada n'y fait pas partie. Donc, on n'est pas tarifé à la même hauteur et on se rend compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus les pays asiatiques. Donc, la réponse des marchés financiers, hein, je vais vous présenter un peu là, les indices boursiers. Vous avez déjà entendu parler de Wall Street, c'est-à-dire le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, tous les indices boursiers américains. On voit qu'il y a une réponse assez négative. Donc, ça ici, c'est depuis le 2025, ça allait bien. Oups, tout d'un coup, on a commencé à parler de tarifs quelque part en février, un impact négatif, un regain un peu de confiance, un regain que finalement ça allait être correct, puis il n'y allait pas avoir. Et le 2 avril, c'est là ici, les indices boursiers ont carrément planté. Et depuis ce temps-là, beaucoup de volatilité. On est parvenu à revenir un peu, mais on voit l'impact. On n'est pas du tout à la même place qu'on était en début d'année. Et pourtant, on promettait un marché financier là, hyper prometteur, des baisses d'impôts. Monsieur Trump qui annonçait là, le stock market maintes et maintes fois. Et là, tout d'un coup, on change de discours, on met des tarifs, puis du jour au lendemain, on dit que la bourse de Wall Street, on ne la regarde plus pantoute. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec des indices boursiers fortement plus bas, quoi qu'on a remonté un petit peu depuis une semaine. Est-ce que c'est une forme de calme avant la tempête? Mais décidément, ce qu'on doit tirer comme conclusion, c'est la même chose au Japon. Les tarifs douaniers réduisent la croissance économique. Donc, ça coûte plus cher de transporter, ça coûte plus cher rentrer aux États-Unis. Et maintenant, plus les produits sont chers, imaginez-vous un iPhone, par exemple, qui coûte aujourd'hui déjà à peu près 1000 pièces, possiblement plus, dépendamment de votre modèle. Mais si on faisait ce iPhone-là entièrement aux États-Unis, ça pourrait coûter jusqu'à 20 000 de le faire. Puis de toute façon, on n'a toujours pas plus d'usines pour le transformer et le manufacturer aux États-Unis. Donc, on se rend compte que les tarifs douaniers sont absolument négatifs pour l'économie et c'est pour cette raison-là que les indices boursiers ont beaucoup, ont beaucoup baissé en réalité. OK? Donc, en réalité, quand on regarde les indices boursiers, on pourrait dire que c'est la capacité des entreprises à générer des profits. Si jamais avec le tarif douanier, les profits qu'on pensait faire deviennent complètement anéantis puis il n'y en a plus pantoute, ben la question maintenant se pose, qui c'est qui va vouloir participer aux profits si des profits, il n'y en a pas? Donc, il y a beaucoup moins de monde et donc la valeur des actions et la valeur des indices boursiers ont baissé. Si du jour au lendemain, on annonce que hop, finalement, on renverse la vapeur, ben, peut-être qu'il va y avoir du profit finalement si les tarifs ne sont pas aussi élevés qu'ils le pensent. Et c'est exactement ce qu'on voit. Donc, les indices boursiers ont baissé et ont tendance à remonter un peu. Il y a peut-être un climat de confiance qui est affecté parce que même si on enlevait tous les tarifs, je ne sais pas si on va revenir exactement à la case départ ou il va y avoir des petites cicatrices qui sont laissées dans le marché à court terme. Donc, ici au Canada, c'est la même chose. On a vu les indices boursiers chuter et remonter un peu. Donc, ce genre de situation-là où les marchés ont transigé, ils ont planté, ils ont remonté. Cette forme de courbe-là, vous allez l'avoir dans un paquet de matières premières et de devises, par exemple. Donc, je l'ai dans le pétrole. Donc, le pétrole, ça allait bien. Puis, à un moment donné, les tarifs 2 avril se met à planter. La logique est la même. Si les tarifs ralentissent l'économie, créent une récession, j'ai donc moins de transport, moins de commerce, moins besoin de faire virer les usines pour répondre à la demande. Et donc, j'ai moins de besoin de produits énergétiques pour acheminer mes produits. J'ai donc une demande pour le pétrole qui chute. Si j'ai moins de demande,
le prix chute et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, il a remonté un petit peu. Donc, encore une fois, ça y va, ça baisse et ça remonte un peu. Cette tendance-là est encore extrêmement valide. La volatilité, on fait souvent référence, vous en avez peut-être entendu parler des fois là, au téléjournal, quand on parle des marchés, à la radio même, parce qu'on fait référence au VIX, le Volatility Index. Donc, l'indice de volatilité, plus la volatilité ou l'incertitude augmente, plus la température de la pièce elle augmente. Et on a vu ici, là, je vous dirais qu'à partir de 30 à 40, là, il commence à faire très chaud et ça devient inquiétant. On a eu des indices qui ont monté jusqu'à 50, 60. Donc la volatilité est très, très, très élevée. Encore une fois, c'est normal et convergent. Le dollar américain, maintenant, qui habituellement est une valeur refuge. Donc, quand il y a quand il y a de la volatilité, quand il y a de l'incertitude, habituellement, les investisseurs s'en vont dans deux choses. Le premier, ça va être l'or, par exemple, hein. L'or, le gold, si vous voulez, là, comme valeur refuge. Et en deuxième lieu, ou en premier, ce n'est pas une question d'importance, ça va être le dollar américain. Donc, quand il y a de l'instabilité géopolitique, de l'instabilité géopolitique ou économique, souvent, on a tendance à aller au dollar américain. Pourquoi? Parce que c'est l'économie mondiale qui s'en va vers la première économie du monde. Les États-Unis, c'est encore la première économie. C'est un dollar américain qui est habituellement très stable. Sauf que là, il y a une perte de confiance et on se demande, est-ce que les Américains ne sont pas en train de se tirer dans le pied? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du dollar américain avec tout ce chaos à Washington? Et on voit que l'indice du dollar américain, depuis à peu près le mois début de l'année, on n'a vraiment pas eu une bonne session. Donc, ça fait en sorte que quand je regarde une paire de devises, ça l'explique pourquoi le dollar canadien est à la hausse. Donc, quand j'ai une paire de devises, j'ai du USD avec du dollar canadien, par exemple. Donc, je dois nécessairement regarder ce qui se passe au niveau américain et je dois aussi regarder ce qui se passe au niveau canadien. Donc, c'est un peu comme une bascule. Si le dollar américain se met à planter, nécessairement, le dollar canadien se met à augmenter. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le gain qu'on a au niveau du dollar canadien qui est rendu à 72 cents, puis à un certain moment donné, on se demandait s'il n'allait pas aller à 65. Bien, un mois plus tard, on est beaucoup plus élevé que ce qu'on croyait. Et ce n'est pas une fonction que le dollar canadien est un dollar très, très solide. C'est simplement parce qu'il y a une perte de confiance envers l'économie ou la politique ou envers les dirigeants, M. Trump dans ce cas-ci. Il y a une perte de confiance dans la capacité aux yeux des investisseurs internationaux, très grande perte de confiance envers les États-Unis actuellement et ça se reflète sur le dollar américain. Et donc, nous, on a une hausse du dollar canadien. Donc, ça, c'est une première des choses qu'il faut venir expliquer. Et là, je regardais en dessous de ça, bon, la cible, c'est vraiment l'Asie, la Chine. Donc, quand je regardais la liste de tous les pays qui sont tarifés, là, ça, c'est la liste du 2 avril. Depuis ce temps-là, il y en a qui l'ont augmenté, il y en a qui l'ont descendu. C'est peut-être pas vraiment pertinent de savoir sont rendus à quel pourcent et quels pays ils sont. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est vraiment l'Asie et donc la Chine qui étaient ciblés dans ces échanges-là. C'est important pourquoi? Parce que entre l'an 2000 et l'an 2024, donc peut-être une génération, si tu veux, plus tard, 25 ans ou 24 ans dans ce cas-ci, à l'an 2000, le premier partenaire commercial ici, en bleu, c'est les États-Unis. Donc, les États-Unis avaient quand même une dominance de commerce à peu près à travers le monde, sauf possiblement l'Asie ou d'autres pays. Quand je regarde ici 24 ans plus tard, c'est un scénario complètement différent et c'est l'Asie, donc la Chine, qui contrôle essentiellement le reste. Donc, les États-Unis, là, à part dans la zone de libre-échange avec nous autres et quelques pays d'Europe, par exemple, sont en train de s'isoler eux-mêmes. Donc, on remet vraiment en question le dollar américain, la dédollarisation, la démondialisation ou l'exode du commerce qui est parti des États-Unis il y a une génération vers la Chine aujourd'hui. Donc, même principe, la réponse des marchés au niveau du LINOG, là, ce qu'on regarde, les contrats à terme là, de part, là, on a eu, c'est encore une fois, vous allez comprendre, le graphique, stabilité, ça descend et ça l'a remonté, mais ça l'a pas remonté au même niveau qu'on était, par exemple, au mois de février. Et là, je regardais les contrats à terme là, du mois d'août, par exemple, qui ont été au-dessus d'une pièce la livre à Chicago. On est à 93 cents. Ça date d'hier soir. J'ai pas mis la variation d'aujourd'hui. Je pense que ça l'a monté un petit peu aujourd'hui. Droit de douane.
économiquement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Tu sais, là, je vous démontrais un peu la réaction des marchés. Puis pour synthétiser, là, à travers tous les marchés qu'on a vus, ce qu'on comprend, c'est que les droits de douane, ça fait essentiellement trois choses. Quand je regarde la croissance, l'emploi et l'inflation, et ça, c'est des projections qui ont été données par la Réserve fédérale, là. Aux États-Unis, là, la Fed, qui à tous les 3 mois donne une variation dans leurs projections, on se rend compte qu'il y a trois éléments que je regarde. La croissance, hein, le PIB, le produit intérieur brut, l'emploi, l'inflation. Ce qu'on remarque ici, c'est au niveau du PIB, une révision à la baisse. Donc, on pensait avoir 2,1 de croissance, on serait à 1,7. C'est pas pertinent de savoir est-ce que c'est 1,7 ou 1,6. On comprend que le PIB serait revu à la baisse. Le taux de chômage de 4,3 à 4,4, donc plus de pertes d'emploi, plus de chômage. Et l'inflation, mesurée avec l'indice préféré de la Fed, là, qui est le PCE, il serait revu à la hausse. Et ça, c'est des projections. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est absolument le pire scénario pour les banques centrales, c'est le pire scénario pour l'économie, parce qu'on a une économie qui ralentit, moins de croissance, j'ai une inflation qui augmente et j'ai une augmentation de mon chômage. Ça, c'est un, deux, trois strike, you're out. C'est le pire scénario pour les banques centrales. Donc, on a une situation qui est évidemment très angoissante et c'est pour cette raison-là que vous voyez les indices boursiers réagir de cette manière-là. Parce que récession, perte d'emploi, ça rime avec une baisse des indices boursiers. Donc, c'est ce que je voulais vous amener principalement pour le côté économique, parce que j'aurais pu parler du taux de chômage au Canada qui lui aussi est en train d'augmenter. J'aurais pu vous parler aussi du taux d'inflation au Canada qui lui aussi augmente un peu. Quoi qu'on est loin de ce qu'on avait déjà connu par le passé. J'aurais pu vous parler du PIB per capita au Canada qui fait essentiellement du surplace depuis les 10 dernières années, alors qu'aux États-Unis, ça progresse. Mais tout ça devient extrêmement secondaire par rapport à la situation économique mondiale et à la situation économique tarifaire. Le taux directeur au Canada est à 2,75. Faites attention, demain, le 16, il y a une réunion de notre Banque centrale et je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être, je dis peut-être une possibilité d'une baisse de taux d'intérêt de 25 points de base, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Mais s'il y en a une, ça serait une petite baisse. Il y a peut-être à peu près 30 à 40 de chances que ça baisse parce qu'aux États-Unis, ils sont encore à 4,5. Donc, on a baissé beaucoup au Canada. Je pense qu'on a la flexibilité de prendre une pause. Ça fait 7 fois que les taux baissent depuis un an et demi. Mais demain, 16 avril, il va y avoir une annonce de la Banque du Canada. Je m'attends à ce que ça reste 2,75, mais ça pourrait baisser à 2,50. Rendu là, ça serait une bonne chose. Tant mieux, on a des prêts à renouveler, donc on économiserait peut-être un peu là-dessus. Sinon, ben, on a oublié, mais on a une campagne électorale qui est pour moi devenue absolument secondaire. Et le plus important, ben, c'est que je pense qu'on va faire les playoffs. On a été rechercher un joueur d'excellence, Ivan Demidov, Lane Hudson. Donc, ça, c'était ma slide pour alléger la diapositive parce que depuis le début, on parle de récession. Puis je trouve que c'est angoissant. Fait que là, on va peut-être aller dans les playoffs, on va mettre ça de côté, puis on va pouvoir focuser sur d'autres affaires. Ça peut nous faire plaisir. Dollar canadien, comme je le disais, hein, le dollar canadien est beaucoup plus élevé. Ça, c'est peut-être bon, c'est peut-être intéressant pour le coût d'alimentation parce que les grains ont peut-être baissé à cause de ça. C'est peut-être intéressant pour certains intrants. Donc, généralement, ça fait en sorte que les ventes de porc sont un peu moins élevées. Donc, même à 72, ce que je veux peut-être mettre en évidence, c'est que oui, ça l'a augmenté, hein, ce graphique-là, si je l'éclate un petit peu plus long terme depuis 2010, par exemple. 72 cents dans la pièce, là, oui, ça a remonté un petit peu, mais on est généralement faible par rapport au dollar américain. Puis je m'attends à ce que cette situation-là perdure. Je serais très, très surpris qu'on ait une augmentation et qu'on revienne à la parité, là. Tu sais, ça serait peu ou pas probable dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je m'attends à avoir un dollar canadien plutôt stable contre le dollar américain, mais les scénarios où on s'en va là, à 65, 67 dans la pièce, là aussi sont moins probables compte tenu de la situation très chaotique là, avec le dollar américain et la politique américaine. Mais je prévois quand même un dollar canadien relativement faible aux alentours des niveaux qu'on connaît depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc, je ne m'attends pas à une énorme variation à ce niveau-là. Andy again, Maro. Et ensuite de ça,
le pétrole qui est à 61 le baril. Là non plus, je pense pas que c'est là qu'on va gagner beaucoup de momentum par rapport au dollar canadien. La différentielle, le taux d'intérêt, bon là, c'est peut-être un peu technique, là, mais c'est la différence de taux entre le Canada et les États-Unis, donc entre les États-Unis et le Canada. Et donc, quand je disais tantôt, là, le Canada est à 2,75 la Fed est à 4,50. Donc, on a quand même un très grand écart. Et plus cet écart-là est large, comme c'est le cas actuellement, là, plus de 129 points de base, bien, plus le dollar canadien va être faible. Donc, pour certains des indicateurs, on va essayer de synthétiser sans être trop technique dans mes courbes, là, ce que j'essaie de dire, c'est que il serait très peu probable que tout d'un coup, le dollar canadien se retrouve à 85 cents. Moi, je pense qu'il va rester relativement faible. Il va-tu être 70? Il va-tu être 74? Rendu là, c'est trop petit comme différence, mais généralement, je pense que le dollar canadien va rester faible contre le US, malgré tout. Sinon, dans d'autres secteurs de ressources, hein, je parlais du gold tantôt qui est à 3200 pièces. On fait des niveaux records. Donc, si le dollar américain ne peut plus être une valeur refuge, alors qu'est-ce qu'il devient? Ben, force de constater que aujourd'hui, l'or a augmenté de manière assez considérable. Même que si je faisais le rendement de l'or depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai un rendement supérieur au S&P 500 dans l'or depuis à peu près 20 ans. Donc, c'est majeur ce qui se passe. Ça a vraiment commencé ou continué de progresser depuis à peu près un an ou deux avec toute cette instabilité-là. J'ai du café qui est à prix record. J'ai du jus d'orange qui était à un prix record. Mais avec le boycott des produits américains, il a redescendu un peu. Pas au niveau qu'on a déjà vu, mais on voit que le jus d'orange, parce que oui, c'est transigé à la bourse, le jus d'orange, un peu comme le maïs, le grain, l'avoine et le porc. Le Bitcoin est à 85, donc il n'y a pas de record au niveau du Bitcoin. Le cuivre est très cher. Le pétrole est à 61 piastres. Donc, je ne passerai pas trop longtemps là-dedans, mais c'est juste pour vous montrer d'autres secteurs qui constituent un peu l'environnement, disons, macroéconomique. Je rentre dans les grains maintenant. Ce que je vais faire, c'est regarder un peu l'ancienne récolte, donner un peu l'indication, ça a l'air de quoi aujourd'hui, pour être capable de faire des meilleures projections pour le futur. Donc, un peu quand je rentre dans un centre d'achat, puis je cherche un magasin, mais je veux regarder sur la carte, là, lié au mon point, là, vous êtes d'ici, savoir où est-ce qu'on est. C'est un petit peu plus facile ensuite de ça, savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, mes deux bottines actuellement, l'année passée aux États-Unis, ils ont semé 90,6 millions d'acres, qui est une année correcte. Il y en a déjà eu beaucoup plus, il y en a déjà eu un peu moins quand même. Donc, ça a été une année en termes de semis correct. On n'a rien cassé. Le rendement était très bon, 179 boisseaux à l'heure. On pensait qu'il aurait été peut-être un petit peu plus élevé, mais tu sais, rien de catastrophique. Regardez en 2012, là, ça, c'est ici l'année de la grande sécheresse de 2012. On voit qu'on a été beaucoup plus loin que la croissance des rendements avec toute l'agriculture de précision, les nouvelles hybrides, les semences, les intrants. Donc, on voit qu'on a un rendement qui est en constante évolution de manière haussière. 179 boisseaux alors que c'était bon. Donc, combiner les deux ensemble, des superficies correctes avec un rendement très bon, ce qui fait en sorte que dans un bilan offre-demande, là, je vous dis, c'est un peu plate, là, cette section-là, mais ce qui est important d'un bilan, c'est ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste. Donc, déjà là, comme un peu quand on va chez le comptable, là, on veut aller ouvrir nos livres, puis on veut voir c'est quoi la ligne en bas, donc mes inventaires de fin, et c'est ça que je vais vouloir isoler. Ah, j'ai mes 90 millions d'arcs, j'ai mon rendement, je mets ici, puis ensuite de ça, bon, ben, voici la récolte, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, ben, je vais faire du feed pour les meuneries, je vais faire de l'éthanol pour nos véhicules, puis je vais faire de l'exportation. Puis un coup, je vais avoir fait tout ça, ben, il va me rester ça ici. Donc, on voit qu'on a 1,4 milliard de boisseaux de maïs en inventaire et c'est moins que les dernières années. Donc, on voit qu'on a un inventaire ou un stock de fin qui est plus faible. Et même en fonction de la demande, parce que ça ici, bon, peut-être on voit moins parce que j'ai gribouillé, là, mais je suis à 15,2 milliards de boisseaux. Donc, au niveau du grain,
la meilleure manière d'évaluer s'il y en a beaucoup ou s'il n'y en a pas beaucoup, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un ratio d'utilisation. Vous avez peut-être déjà entendu parler du nombre de jours de réserve. Essentiellement, je vais prendre ces deux chiffres-là, OK? Puis je vais faire un ratio. Donc, je vais prendre mon inventaire de fin de 1465. Je vais diviser ça par 15 milliards 190 et je vais arriver un petit peu en bas de 10 juste à l'œil, là. Donc, j'arrive à 9,8 OK? Si vous voulez le nombre de jours de réserve, ben, multiplié par 360. Donc, 365 jours fois 10 je vais arriver à quoi? À peu près 36 jours de réserve. C'est des données que, si certains d'entre vous allez sur le site du PGQ, le producteur de grains du Québec, ils vont souvent parler du nombre de jours de réserve. Et plus ce chiffre-là est élevé, plus il y a du stock et donc plus le marché devrait être abordable. Inversement, quand je m'en vais le mettre dans un graphique comme ça, ce que je veux faire, c'est mettre mon ratio d'utilisation ici en fonction de mon prix à la ferme. Donc, à chaque année, je veux dire, bon, ben, en 2007, poum, c'était comme ça. En 2016, j'avais 15 de ratio, puis mon prix à la ferme était à 3,5 piastres. Puis là, je fais ça pendant les 20 dernières années et je me rends compte que je vais avoir deux scénarios. Le premier scénario, c'est celui-là ici, où j'ai beaucoup de stock. Quand j'ai beaucoup de stock, qu'est-ce qu'on a? On a un prix faible. Hein? C'est à peu près, c'est assez cohérent. Quand j'ai à l'opposé une pénurie, ben, je vais avoir un prix beaucoup plus élevé. Et c'est là qu'on va voir la sensibilité du marché. C'est-à-dire que quand je suis en zone d'abondance, je vais avoir besoin d'une grande variation sur mon inventaire pour possiblement avoir une petite variation dans mon prix. J'en ai beaucoup, j'en ai encore beaucoup, j'en ai toujours beaucoup, fait que mon prix va être à l'intérieur de ça. À l'opposé, quand j'ai un climat de pénurie, ben, c'est complètement l'inverse. Une petite variation d'inventaire va avoir une grande variation sur le prix. Pourquoi? Parce que le marché est extrêmement nerveux. Il est nerveux d'en manquer. Et quand on est nerveux d'en manquer, on est prêt à payer plus cher, à avoir une forme de surenchère. Et on se rend compte qu'on est dans un climat beaucoup plus explosif. Ça devient une boîte de Cracker Jack. Actuellement, à 10 vous remarquez, là, on est en plein dans le milieu. Donc, on n'est pas dans une pénurie, mais on n'est pas dans une abondance non plus. Fait que ça l'explique pourquoi les prix récemment ont remonté à la bourse. OK? Donc, on voit ici le prix américain. Donc, on voit vraiment les moments des 15 dernières années, là, des moments de pénurie avec des prix qui ont fortement augmenté. Et c'est très normal. Quand les prix sont élevés, qu'est-ce qu'on fait? On en sème le plus possible. Au moment où quoi? Je veux en consommer le moins possible. Donc, au niveau de la bourse, ça va continuellement faire ça. OK? Ça va monter, ça va descendre. Quand les prix sont chers, les agriculteurs américains vont tendre à semer le plus possible au moment où la consommation ne sera pas là. Et éventuellement, les prix vont baisser. Quand les prix sont faibles, c'est l'inverse qui va se passer. On veut augmenter la consommation. Pourquoi? Parce que à du maïs à 3 piastres et demi, là, c'est rentable de l'éthanol, c'est rentable de l'exportation, c'est rentable d'élever des cochons, puis des poulets, puis des bœufs, et on va vouloir augmenter la consommation. Mais les producteurs de grains, ils vont se dire, ben, à ce prix-là, je vais peut-être t'en faire moins. Et donc, c'est toujours une question de temps avant d'avoir un marché qui, pour une raison X, Y, Z, de météo ou autre, va faire augmenter les prix. On est dans un marché qui s'est un peu stabilisé et a peut-être tendance à remonter un peu. Est-ce qu'il va remonter un peu et revenir à l'équilibre cette année? On ne le sait pas, mais on n'est quand même pas à prétendre que juste à la lumière de ces courbes-là, on est plus dans un bas, disons, toute proportion gardée. On est plus dans un bas de marché que dans un haut de marché. Donc, oui, ça se peut qu'il baisse un peu. On va voir les motifs qui pourraient faire baisser le prix du grain éventuellement cet été. Mais généralement, à 4,88 la bourse, on est loin d'une forme de pénurie avec des prix très élevés. Soya, maintenant, l'année dernière, on avait 87 millions d'acres, un rendement qui là aussi était relativement bon. Je vais peut-être un peu plus vite. Je m'en vais ici à la fin sur mes inventaires de fin. Je vois qu'il m'en reste 375 millions de boisseaux. Est-ce que c'est beaucoup? Bon, aux États-Unis, c'est un peu comme au Québec. En fin d'année, il en reste rarement beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un marché
qui est en tandem entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc, j'isole ici le Brésil. Si je regarde la différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans, il y a 10 ans, le Brésil là, cultivait à peu près 97 millions de tonnes. Aujourd'hui, on prévoit en faire près de 170 millions de tonnes. Et ça, c'est en l'espace de 10 ans. C'est énorme. Pour vous donner une idée, là, bon, on voit la région ici du Mato Grosso, là, qui est un peu le Saint-Hyacinthe du Brésil. Pour vous donner une idée là, sur les productions, ça a l'air de quoi? Nous, ici au Québec, là, on produit à peu près 1 million de tonnes de soya sur l'ensemble du Québec. Au Brésil, c'est 170 fois plus. C'est énorme, les productions, et ça a augmenté. Ça a tellement augmenté que c'est plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est à peu près 120 millions de tonnes, puis on a de la difficulté à en faire plus, tandis que le Brésil augmente, 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 et peut-être qu'à un moment donné, ça va être 180, 200. On ne sait pas jusqu'où qu'elle va aller l'augmentation de production au Brésil. Et l'exportation, bien, naturellement, c'est eux qui le dominent. Il y a plus de 100 millions de tonnes d'exportation, tandis qu'aux États-Unis, c'est à peine 45-50. Donc, on voit vraiment le shift géographique pour le commerce des fèves qui va être de plus en plus au Brésil. C'est ce qui explique pourquoi on a de la misère à remonter. Tu sais, je marquais dans le maïs, là, ouais, ça l'avait descendu, mais où ça remontait un peu. Ce mouvement-là, je ne le vois pas dans les fèves. Donc, on est vraiment dans un marché beaucoup plus difficile dans les fèves. Pourquoi? Parce que il y a le Brésil qui en produit et il y a évidemment la guerre tarifaire avec la Chine. Et on ne sait pas si la Chine va acheter des fèves aux États-Unis ou il va tout être capable de s'approvisionner au Brésil, ce qui fait en sorte que le prix à la bourse pour les fèves a de la misère à augmenter pour le moment. Donc ça, c'est la situation d'ancienne récolte. Je bouge maintenant pour ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. On s'attend évidemment, donc là, tu sais, si vous avez compris un peu là, la base de cette analyse-là, le prix du maïs est intéressant, le prix du soya l'est un peu moins. Donc si je prenais ça comme prévision, si je te dis, hey, c'est payant de faire du maïs, qu'est-ce que tu vas faire dans ton champ cette année? Vous n'allez pas vraiment me répondre, mais sinon, je vais peut-être faire un peu plus de maïs, compte tenu que la situation financière est peut-être un peu plus intéressante. Et c'est exactement les prévisions qu'on voyait pour cette année, ici en 2025. Donc, les ancrages de 90, on pensait qu'elle allait augmenter à 94 et les ancrages de soya, on pensait qu'elle allait baisser à 84. Donc, plus de maïs, moins de soya. Et finalement, l'USDA vient juste de nous donner ça il y a quelques semaines. C'est 95 millions d'arcs, 95,3 millions d'arcs. Donc, c'est encore plus que le plus qu'on avait prévu. Et dans le soya, c'est 83,4. Donc, on voit là, cette relation-là. On fait moins de soya que l'année passée et on va faire beaucoup plus de maïs que l'année dernière. Près de 5 millions d'arcs de plus de maïs cette année. Donc, dans le graphique des ancrages, on le voit ici, là, ça ne devient pas une anomalie statistique, mais on voit que les ancrages de maïs sont très abondantes. Et dans le soya, ben, ils sont un peu moins abondantes, mais il n'y a pas une catastrophe non plus, mais il risque d'en faire possiblement un peu moins. Je pense que ça fait ça cadre dans ce que les Américains veulent avoir parce qu'on voit au niveau du nouveau Farm Bill américain à travers l'USDA, il y a des fonds qui sont disponibles. Puis on vient d'avoir une première tranche de 10 milliards de dollars qui va être octroyée aux agriculteurs américains. Donc, ce n'est pas des subventions parce qu'on sait que les Américains sont contre les subventions, mais ils aiment bien les synonymes des subventions. Donc, on va faire tout pour ne pas appeler ça une subvention. On va dire que c'est un Direct Economic Assistance. Et ça me fait penser dans la guerre commerciale de 2018 où on avait encore une fois des pas subventions, mais on avait créé un programme qui s'appelait à l'époque le MFP, le Market Facilitation Program. Encore une fois, c'est des acronymes et un nombre de programmes plus ou moins nébuleux pour dire qu'en finalité, là, on va donner de l'argent aux farmers américains et ça va être, pour le moment, c'est ça qui est annoncé. Moi, je m'attends à ce qu'il y en ait peut-être d'autres, mais ça, c'est ce qu'on sait. Si l'agriculteur américain sème du maïs cette année, il va recevoir 42,9, 42 et 40 91 dollars de l'acre.
Pour avoir cette compensation-là, il doit être semé. S'il n'est pas semé, il ne sera pas octroyé. Donc, calcul facile, 2500 heures qu'un cultivateur américain va 42,91. Il y a 100 000 piastres qui s'en viennent dans le compte de banque tout de suite, mon chum. Puis si c'était du canola ou des pois ou autre chose, bien, faites le calcul. Mais donc, il y a donc une subvention, il y a donc un incitatif des États-Unis à semer le plus possible d'ancrage aux États-Unis pour compenser financièrement les agriculteurs américains parce que je pense qu'il y a une volonté politique derrière ça de maintenir les prix faibles parce que ça fait de l'éthanol rentable. Ça fait de l'élevage, du bœuf, du porc qui est rentable. Ça fait de l'exportation qui est rentable. Si les prix sont faibles, les pays étrangers vont vouloir en acheter. Et ça fait aussi que le consommateur final est capable d'avoir du bacon puis des hamburgers pas chers. Donc, tout ça fait du sens au niveau société, sauf que, à quelque part, les producteurs américains vont dire c'est beau tout ça, mais moi, je ne peux pas payer les frais puis produire continuellement à perte. Et c'est pour ça qu'ils ont des compensations financières assez importantes. Et ça, c'est la première de combien? Tu en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième? On ne le sait pas. Mais on se doute avec ces politiques-là que le gouvernement américain va arriver pour compenser financièrement. La saisonnalité du prix, on est ici, là, on est à peu près là en avril. Donc, habituellement, les marchés ont tendance à augmenter au printemps jusqu'au mois de juin. Et ensuite de ça, ben, c'est assez normal ou assez classique, disons, de voir les prix baisser avec l'incertitude qui est un peu plus dissipée. Bon, ben, la météo est un peu plus connue, on connaît les superficies, on peut commencer à guesser le rendement et se dire que finalement, il n'en manquera pas à l'automne. Donc, attendez-vous à ce que peut-être qu'il y ait un peu de volatilité du printemps qui ferait augmenter les prix. Encore là, ce n'est pas une garantie, mais c'est vraiment depuis 1990, habituellement, c'est ça qui se passe et les prix ont tendance à baisser. Pour les fèves, c'est la même chose, mais à peu près un mois plus tard. Donc, on a un marché haussier pendant le printemps, puis à quelque part, juillet, août, ben, le marché a tendance à casser. Et ça, c'est une tendance. Des fois, il y a une sécheresse, puis le prix peut augmenter tout le temps, là, mais généralement, on a une volatilité ou une saisonnalité dans ces produits-là. Actuellement, les cartes de météo sont pas si pires. Ça, c'est ici l'année dernière. Je me déplace à cette année. Je dis pas si pire, mais c'est plus sec qu'à l'habitude. OK? Donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter à ce temps-ci? Il n'y a pas une très bonne relation ou corrélation entre la météo d'avril et le rendement du maïs dans 6 mois. Mais bon, peut-être que ça va se régler. Il annonce de la pluie aux États-Unis. Ça, pour vous donner un peu le contexte météo, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que tout est imprévisible dans la météo et il y a très peu de corrélation entre la météo du mois d'avril et est-ce qu'on va avoir une bonne ou moins bonne récolte à l'automne. Mais ça vous donne un peu l'indication que les cartes de sécheresse ne sont pas tout à fait parfaites, puis il y a de la pluie qui s'en vient dans les prochaines semaines. Au niveau de l'élevage maintenant, le rapport Hogs and Pigs qu'on a eu bon, il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, les estimés, en fait, il n'y a pas un analyste qui était dedans. Donc, les estimés montraient ou nous faisaient croire qu'il allait y avoir une augmentation de la taille du cheptel, à peu près dans toutes les catégories de poids, une augmentation de la production, de la productivité, une augmentation des mises bas. Donc, on s'attendait vraiment et finalement, quand les informations sont sorties, ben, c'était beaucoup moins que prévu. Donc, ça a été positif pour les prix. Mais ça a été positif pour les prix pendant à peu près 24 heures. Vous allez voir sur les graphiques. Donc, ça, c'était les attentes qui est vraiment à l'extérieur, là. Tout était moins que prévu. Donc, normalement, si j'ai moins de production, moins de cheptel, moins de mise bas, j'ai une rareté qui devrait faire augmenter les prix. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on est revenu, encore une fois, à toute cette incertitude liée au commerce international. Quand je regarde les exportations américaines, on s'est dit, hey, tant mieux. Il n'y a pas de tarif au niveau du Mexique parce que c'est le plus gros acheteur de porc américain. Sauf qu'en contrepartie, il y a un paquet de pays qui sont tarifés, dont le Japon, la Chine, la Corée, l'Australie, les Philippines. Donc, globalement, mon plus gros acheteur est sain et sauf. Mais quand je mets tous les autres ensemble, j'ai un pas pire paquet d'exportations qui ne seront probablement pas en mesure d'être livrées. Et donc, ben, le marché a quand même pris un peu une sorte de frousse en se disant, c'est bien beau qu'il n'y ait pas de tarifs au Mexique, mais le Mexique ne peut pas compenser puis absorber
tout le reste des autres pays qui vont avoir de la difficulté à s'approvisionner en porc américain. Et c'est ça que vous avez vu dans les derniers jours, là, cette volatilité-là, là, in-out, in-out, le rapport USDA était positif pour les prix. Puis finalement, on est revenu sur le yo-yo des menaces tarifaires. Le 2 avril, quand ça a sorti, le marché a planté et il semble remonter un petit peu, regain de confiance, mais vous sentez que le marché il est un peu fragile. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a quand même moins d'élevage. La tête du cheptel est plus petite. Donc, les fondamentaux du marché sont quand même positifs et constructifs, mais force de constater que la situation géopolitique aux États-Unis a un impact négatif pour les prix. On se croise les doigts que la demande va quand même être au rendez-vous. Au niveau des prix d'été, ben là, on le voit encore, là, c'est les contrats d'été de référence de juillet, ça l'a baissé et ça a tendance à remonter un petit peu. Pour la tendance d'octobre, là aussi, pour le port à l'automne, on a eu encore une fois cette tendance-là et ça remonte. Ce qu'on veut voir, évidemment, c'est que le marché soit capable de progresser et revenir à des niveaux intéressants. Sinon, ben, vous connaissez un peu les outils du SGRM. Si on veut se protéger contre des variations de marché, ben, le SGRM va être là pour prendre la position. Donc, si vous voulez vendre du port ou sécuriser des prix de plus en plus élevés, ben, je vous suggère de rentrer en contact avec les gens qui sont ici aujourd'hui dans la salle, là, soit pour en connaître plus ou avoir de l'information sur le service. Moi, je viens vraiment là, complémenter les projections là, économiques. En dollars canadiens, tu sais, si on veut avoir, comment je fais pour passer du prix américain au prix canadien, mais essentiellement, je prends le prix de la bourse, OK? Donc, le 80 ou 78 cents de la livre. Je le multiplie par le taux de change, je le multiplie par un facteur pour passer des cents de la livre pour avoir un prix en métrique, faire la conversion pour avoir mon indice 100. Vous donner une idée, là, ça a l'air de quoi actuellement les prix pour le printemps? J'ai peut-être du 250, ça va monter jusqu'à 2,75 pour les prix d'été. Et ensuite, ça se met à baisser jusqu'en décembre. Et ça, c'est un estimé là, que moi, je pitonne là, à mi-terme. Là. Je vais vous laisser. C'est pas le prix du SGRM, là, je ne veux pas créer de confusion. C'est vraiment le prix de la bourse là, est converti pour le taux de change. Mais je voulais juste vous donner des références là, indicatives, disons, sur c'est quoi les prix actuellement. Et si je faisais la moyenne de l'année, pourquoi je voulais me présenter ça, c'est que j'arrive à 244 actuellement pour le prix moyen de l'année et j'estime au PIF que ça doit être proche d'une année à sera si ça se mettait à baisser plus que ça. Donc, si je prenais le prix du porcelet, plus la moulée, plus le transport, j'imagine que le coût de production ne doit pas être si loin de ça. Donc, quand on est en haut de 250, 260, pour moi, ça l'allume un peu là, des lumières à se dire, ben, si mon coût d'alimentation il est ça, puis que je suis capable de vendre mon part ça, puis qu'au final, j'arrive avec une marge qui est positive, qu'est-ce que je peux faire pour venir sécuriser l'entreprise? Ben, viens, va acheter ton grain, va commercialiser ton porc et on va s'assurer au moins d'une partie de cette rentabilité-là. Peut-être c'est 5 piastres de profit du cochon, peut-être c'est 10 piastres, puis ça pourra déjà être déjà ça de fait. Donc, l'utilité de la bourse, puis comment l'utiliser, c'est vraiment de regarder la marge de profit. Combien ça me coûte de produire, combien ça me rapporte de vendre mon élevage, puis en ce qu'entre les deux, je fais un petit peu d'argent. Si oui, comment je fais pour m'assurer que cet argent-là, que je suis capable de prévoir pour l'automne ou l'hiver prochain, je sois capable de le réaliser, bien, nécessairement, ça passe par des instruments financiers de la bourse. Le prix cash est ici à 86, donc j'arrive un peu vers la fin de la présentation. Le cash qui a de la misère à progresser pour l'instant. Là. On aimerait ça le voir aller plus haut, mais ça fait à peu près 2 mois que le prix au comptant n'arrive pas à progresser. Ce qui était une bonne chose au mois de février-mars parce qu'il était élevé. Donc, s'il reste à 86, ça voudra dire que les mois d'été vont être beaucoup plus sous pression que les dernières années. Donc, ça a été un bon début d'année peut-être plus difficile cet été. Puis espérons qu'on n'a pas un effondrement à l'automne. Mais donc, les premiers trimestres ont été bons. On va garder ça dans nos moyennes. Cet été, un peu incertain. Cet automne, on se croise les doigts.
La carcasse, donc la demande, on a vu là aussi le prix de la découpe baisser cette semaine. On est à 91, 96. Donc, on voit encore une fois l'enjeu des tarifs commerciaux où les pays internationaux ont de la misère à venir aux États-Unis pour s'approvisionner. Ça fait baisser les prix. Je vais finir avec un petit clin d'œil au bœuf parce que je trouve que c'est intéressant de le mettre en perspective parce qu'il y a quand même une situation dans le bœuf qui est particulière. Quand je regarde les inventaires de bœuf pour la viande, le beef cow, là, pas le marché laitier, on a aujourd'hui le cheptel qui est le plus faible depuis à peu près 1960. Il n'y a jamais eu aussi peu de bœuf en parc d'engraissement aux États-Unis. Une question de goût de consommateur, de si, de santé, name it, là. Je ne rentrerai pas dans les détails du comment, du pourquoi. Mais on a quand même une taille du cheptel qui est largement inférieure à ce qu'on a déjà connu. Et pourtant, la population ne fait qu'augmenter. Donc, vous allez voir que c'est absolument normal qu'en temps de rareté, le prix du bœuf est à un niveau record. Donc, j'ai pas beaucoup de bœuf. Donc, le prix est très élevé. Et je pense que c'est un indicateur qui est positif pour le porc parce que la différence, c'est si j'ai un prix du porc qui est à une pièce la livre, contrairement à un prix du bœuf qui est à 2 piastres la livre, ben, j'ai un écart d'une pièce et ça, je n'ai jamais vu ça à la bourse. Donc, si je me prends comme analyse en me disant le prix du bœuf, il est trop cher pour le consommateur, vers quoi le consommateur pourrait se tourner? Mais pourrait se tourner sur de la viande de porc ou peut-être de la volaille, mais décidément, le porc va devenir fortement en demande, possiblement, parce que le bœuf est complètement trop cher. Donc, ça, c'est un élément que je trouvais positif pour stabiliser les prix malgré toute cette incertitude-là. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux retenir au niveau de l'économie? Évidemment, c'est incertain. Donc, on a peut-être une perte de confiance envers la politique américaine qui fait baisser le dollar américain. Au niveau du dollar canadien, ben, moi, je pense qu'il y a de bonnes chances de rester faible contre le dollar américain, mais il faut être prudent parce que tout va dépendre aussi de ce qui se passe aux États-Unis. Pour les grains, ben, je m'attends à avoir plus de maïs, moins de soya. La météo, ça va toujours rester un élément imprévisible. Les hausses de prix cet été ne sont pas impossibles. Encore une fois, ça va dépendre de la météo parce que, souvenez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? On passe de 90 à 95 millions d'acres et peut-être qu'il va en avoir plus, peut-être qu'il va en avoir moins. Mais si je sème beaucoup de maïs cette année, ça va prendre une météo très, très, très difficile pour que les prix à la bourse montent et quand je dis qu'il monte, je parle qu'il monte pour la peine. Donc, il faudrait, on se met un peu là, dans un scénario où, sur papier, on risque pas de manquer de maïs nécessairement, mais il faut quand même rester prudent dans tout ça. Sinon, ben, au niveau de l'élevage, ben, on voit que tu es négativement affecté par la politique et l'économie. On l'a vu là, sur les graphiques, comment le prix du porc a baissé. On tend à plutôt vouloir revenir peut-être un peu vers les fondamentaux avec un regain peut-être là, d'exportation de l'or américain possiblement. Donc, on voit si on peut se calmer le pompon sur les tarifs possiblement qu'on peut revenir un peu à la case départ. L'écart avec le bœuf, je le trouve intéressant pour maintenir les prix dans le port parce que le bœuf est à niveau très élevé. Et donc, sinon, au final, je me dis, si le coût d'alimentation est plus faible, puis que le prix du porc demeure correct, mais peut-être qu'on n'est pas si pire que ça finalement. Tu sais, si j'ai pas du 300 pièces le 100 kilos à l'indice pour cet été, mais que mon coût d'alimentation il est plus raisonnable, je devrais peut-être être capable de tirer une marge qui est plutôt positive. Donc, dans mes projections économiques, là, à l'heure où on se parle, c'est un peu moins rentable, c'est un peu moins hot qu'il y a 2 ou 3 mois, mais je ne suis pas dans un scénario apocalyptique non plus. J'ai l'impression qu'on virevolte aux alentours des marges d'Asra. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose pour tomber dans le positif. Et c'est ça que je veux amener là, à votre attention aujourd'hui. Et là, ben, je vais être prêt à prendre des questions. Merci beaucoup, Simon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main et puis je vais vous donner accès. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro.
Donc, j'ai pas de questions ici pour l'instant. Peut-être ça va venir un petit peu plus tard, Simon. Sinon, j'ai Simon aussi, Simon Leclerc, qui avait des choses à rajouter. Je te laisse la parole. Super. Merci beaucoup pour votre présence et merci Simon là, d'avoir pour tes perspectives en fait là, sur les marchés, comment que tu vois que ça va évoluer au courant de l'année. Donc, de mon côté, euh, je voulais vous parler un peu du SGRM. Comme l'a mentionné Simon Brière un petit peu plus tôt, c'est un outil qui vous permet là, en fait de protéger en fait un prix de vente pour votre part. Donnez-moi un instant le temps que je partage mon écran. Et voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, là, juste pour vous mentionner, là, le SGRM, qu'est-ce que ça fait? Il y a trois objectifs au SGRM. Donc, le premier, c'est de former les éleveurs et les éleveuses qui veulent en fait se prévaloir de l'outil. Donc, comment ça fonctionne, c'est quoi les modalités pour utiliser l'outil, c'est dans quel contexte que ça peut être utile. Ensuite, informer les éleveurs et les éleveuses sur les tendances de marché et sur l'évolution des prix. Et bien entendu, de transiger des contrats à livraison différés qui vous permet de faire de la contrepartie. Donc, plus concrètement, comment le voir, c'est que euh, les éleveurs et les éleveuses ont la possibilité de transiger des contrats à livraison différés au SGRM, qui ensuite regroupe, en fait, au fur et à mesure que des positions sont prises, mais le SGRM transige des contrats à terme avec notre courtier, on transige avec Argio Bryan, qui nous permet ensuite de protéger le risque, en fait, des éleveurs. Mais concrètement, c'est quoi un CLD? Donc, un CLD, c'est un outil pour les éleveurs et les éleveuses qui permet de faire de la contrepartie sélective, donc de vendre une partie de vos livraisons que vous allez faire dans le futur euh, afin justement de sécuriser là, un prix de vente pour s'assurer justement que vous pouvez bénéficier là, des prix qui sont offerts là, à la bourse de Chicago. Donc, ce n'est pas un outil pour faire de la spéculation. Donc, c'est vraiment en lien avec vos livraisons pendant une période donnée, qui sont des périodes là, de 4 à 5 semaines. Et vous devez renverser vos positions là, avant de faire le renversement de votre position. Donc, ça vous permet de faire en fait là, de sécuriser des prix de vente pour les ventes de porc et de porcelets pour les 12 prochains mois. En fait, là, donc, il y a 12 périodes de livraison qui représentent les 12 mois de l'année. Donc, c'est quoi les avantages d'utiliser le SGRM? Bien, l'utilisation du SGRM comporte notamment les avantages suivants. Ça offre une flexibilité au niveau des volumes de transactions. Donc, vous pouvez là, transiger l'équivalent de 25 à 1500 parts équivalent 100 kg pendant votre transaction. Pourquoi des équivalents parts 100 kg? Mais ça permet de faire en sorte de simplifier un peu le tout. Donc, peu importe là, le poids que vous livrez vos parts, ça représente en fait, là, vous calculez là, en termes de kilos de viande, mais de porc livré. Et il y a un facteur d'équivalence de 5 porcelets pour un porc si jamais vous êtes un producteur naisseur qui désirez là, sécuriser un prix de vente là, pour vos porcelets vendus au sevrage. De plus, il y a une absence d'appel de marge et de dépôt initial. Donc, en fait, là, ça permet de garder vos liquidités là où ils sont le plus utiles, là, donc à la gestion de votre entreprise. Et donc, là, ça fait en sorte que même si vos positions bougent contre vous, là, mais vous ne recevrez pas d'appel là, pour vous demander là, de fournir des liquidités, sans quoi vos positions pourraient être renversées. Et les frais de transaction sont transparents. Donc, en fait, là, comme vous allez le voir à la prochaine diapositive, c'est c'est très, très, très transparent, c'est normé et c'est un principe d'utilisateur-payeur. Donc, c'est des frais fixes de 25 par contrat, plus un tarif par part, tout dépendamment de la durée de couverture. Donc, en fait, si votre contrat vient à échéance dans les 3 prochains mois, il y a un tarif de 1,38 par part. Ensuite, dans les 6 prochains mois, de 1,73 par part. Dans les 9 prochains mois, 2,16. Et si c'est de 9 à 12 mois, 2,67 par part. Donc, la durée de couverture est définie par la date de fin d'abattage moins la date de prise de contrat. Donc, c'est une tarification qui est très claire et transparente qui vous permet de bien savoir à quoi vous en tenir, là. C'est ça que ça va vous coûter pour transiger. Ensuite, il n'y a pas d'autres besoins de liquidité et on ne va jamais vous demander d'autres argent. Ensuite, comment se prévaloir du SGRM? Ben, en fait, c'est un service qui est disponible, comme je le mentionnais, pour l'ensemble des éleveurs et des éleveuses, naisseurs et finisseurs. Le seul critère, c'est que vous devez être exposé aux fluctuations du marché. Donc, si vous êtes payé sur une formule de prix qui fait en sorte qu'il varie en fonction là, de l'évolution, en fait, là, soit du prix de la viande ou du prix du porc, mais vous êtes éligible.
et c'est sous réserve d'une approbation de votre dossier de crédit. Donc, ensuite, comment on fait pour transiger? Bien, la première étape, c'est de compléter une demande d'adhésion. Les formulaires sont disponibles sur Accès-Port. Vous pouvez communiquer avec le service de la mise en marché là, pour avoir de l'assistance, pour vous aider là, à remplir toute la documentation, pour être en mesure là, d'avoir que votre regroupement soit ouvert. Ensuite, connaître votre coût de production pour être en mesure là, de vraiment là, prendre des décisions basées là, sur la sécurité des marges, en fait. Donc, être en mesure là, de bien connaître la situation de votre entreprise afin de prendre des décisions éclairées. Et ensuite, vous analysez l'évolution des prix sur le site du SGRM. Vous pouvez faire affaire avec un conseiller pour vous aider dans la prise de décision, pour vraiment bien élaborer là, votre stratégie de prise de contrat. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt à transiger, mais vous communiquez avec le service de la mise en marché et ils vont pouvoir effectuer les transactions pour vous pendant les heures d'ouverture. De plus, au SGRM, il y a une multitude d'autres outils qui sont offerts. Donc, en fait, là, il y a la possibilité de transiger des contrats en devise américaine. Donc, ça permet de séparer la gestion du risque de la devise de celle du risque du prix du port. Donc, en fait, si jamais là, vous pensez, selon vos analyses, le prix de la devise en fait, le dollar canadien là, va continuer à perdre la valeur, mais vous pouvez prendre un contrat sur le prix du port si vous pensez que c'est intéressant et attendre avant de protéger la devise. Il y a aussi la possibilité de placer des ordres ouverts, donc permet d'exécuter votre plan de match sans devoir suivre les marchés en continu. Vous pouvez dire, en fait, là, si le prix atteint un certain niveau, mais on transige et ça va se faire tout seul pendant que vous êtes en train de vaquer à d'autres occupations sans que vous soyez là, devant votre ordinateur à monitorer comment que les prix évoluent. En plus, il y a une multitude d'autres outils qui sont disponibles sur Accès-Port. Donc, il y a un portail web qui permet de faciliter le suivi de vos positions et il y a des rapports BI d'aide à la décision, donc qui permet là, de suivre un peu l'historique de comment que les prix ont évolué dans le passé et l'historique de gains-pertes notamment. Donc, c'est tous des outils qui sont disponibles à votre disposition pour vous aider à prendre vos décisions. On est allé plutôt rapidement là, aujourd'hui. Je voulais vraiment laisser la majorité là, du temps de parole à notre collaborateur Simon Brière qui a accepté de participer avec nous, qui nous a fourni vraiment des perspectives intéressantes et qui permet vraiment là, de recadrer en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, de séparer là, en fait là, le bruit du fondamental, de voir un peu là, à quoi on peut s'attendre. Donc, je vous invite à scanner le code QR suivant si vous voulez avoir plus d'informations. Ça vous amène là, en fait, là, sur notre site web, sur Accès-Port, il y a plusieurs capsules vidéo informatives qui ont été réalisées là, il y a quelques années qui donnent vraiment beaucoup d'informations sur le service. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous accompagner et de fournir en fait toute l'information que vous pouvez avoir de besoin. Donc, si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir. Merci, Simon. C'est super intéressant. Donc, Simon Brière, si tu veux répondre à la question qu'on a reçue par texto, je te laisserai donner suite. Ça te convient? Oui, exactement. Donc, il y a une question de M. Gagné qui était un peu à savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir des divergences entre la valeur de la découpe et le prix cash? Donc, je vais peut-être y répondre une image vaut mille mieux, hein, souvent. Donc, je vais vous amener dans mes tableurs Excel. Vous allez voir un peu l'impact des deux. Donc, bon, je l'ai déjà eu pendant que la présentation, j'étais quand même été capable d'aller le chercher. Donc, vous voyez qu'en ligne bleue, là, c'est le côté port cash, OK? C'est-à-dire le prix au comptant, qui est l'indice CME. Et en orange, c'est ma ligne qui est finalement ma découpe. À l'heure actuelle, il n'y a pas une différence significative entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas une divergence que tout d'un coup, le port, la découpe pourrait varier d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pas impossible, mais généralement, ils bouffent quand même assez bien entre les deux. Donc, pour revenir à la question, savoir s'il pourrait y avoir des grandes variations, c'est pas impossible. Sauf que le passé nous montre que d'une certaine manière, c'est pas que c'est pas impossible, c'est peut-être peu probable. Le prix de la découpe va généralement être toujours un peu supérieur au prix cash. Et ça, ben, on va faire référence à la marge des abattoirs.
Donc, un abattoir qui va acheter le porc, il va le découper, puis il va refaire la découpe ensuite. Ben, il va avoir, généralement, c'est pas exactement ça, là, mais donnez-vous à peu près un 10% là, pour faire des règles du pouce plutôt générales. Donc, dans la situation que vous décriviez, M. Gagné, est-ce que ça se peut que le prix du cut-out soit extrêmement élevé ou beaucoup plus faible possiblement? Ça se peut. On a déjà vu des abattoirs avec des marges négatives. Puis là, ce que ça va éventuellement amener, quand les abattoirs font moins d'argent sur une courte période, c'est une situation qui est un peu plus douloureuse pour eux. Mais éventuellement, si les marges sont continuellement négatives, ben, ça va les empêcher de payer plus cher pour l'approvisionnement. Et donc, le prix cash va lui aussi, à son tour, éventuellement baisser pour retrouver cette forme de normalité d'à peu près 10%. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Dans la compréhension que j'ai, c'est non, il n'y a pas un risque qui nous pend nécessairement au bout du nez que cette corrélation entre le lean hog et le cut-out vienne complètement dérailler là, les instruments, là, autant de la bourse là, que des prix de l'USDA. Parfait, merci. De rien. Merci beaucoup, Monsieur Gagné, pour votre question. Merci, Simon. Est-ce que on a d'autres questions? On aurait le temps pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Je vous invite à lever la main, puis on va vous donner accès et la parole. Je vois une question de Mme Duquette, puis après ça, je vois une question de M. Tremblay. Je vais aller avec celle que je vois. Oui, Au niveau local, ça, c'est la question de Mme Duquette. Fait que je vais juste le répéter parce que je sais peut-être qu'il y a du monde qui ne le voit pas nécessairement là, sur le chat. Donc, au niveau local, est-ce qu'on s'attend à avoir des répercussions sur la capacité d'abattage suite aux tarifs? Outre les prix de la bourse de Chicago qui fluctuent, à quel point les éleveurs pourraient être affectés? Ben ça, c'est une question que j'aurais envie de donner à Olimel, tu sais. Donc, est-ce qu'il y aurait une situation, parce que mon interprétation de la question, c'est est-ce qu'il y aurait un élément de risque additionnel qui ne serait pas nécessairement sur ce qu'on voit à la Bourse de Chicago puis ce que je vous ai présenté? Est-ce que ça pourrait qu'à cause des tarifs, à cause d'un scénario A, B, C, X, Y, est-ce que nous, localement, on pourrait perdre des marchés d'exportation? S'il y avait des tarifs douaniers avec les États-Unis, c'était une possibilité, à mon avis. Donc, on se rend compte que si, mettons, nous, au Québec, on perdait le port de la côte est américaine, parce qu'on en a de l'exportation qu'on envoie aux États-Unis, si jamais on n'est plus capable de rentrer nos produits aux États-Unis, par exemple, puis que ça refoule dans notre chaîne de production, de qu'est-ce qu'on fait avec ce porc qu'on devait envoyer aux États-Unis, qu'on n'est plus capable d'envoyer aux États-Unis. Ça fait en sorte qu'on pouvait possiblement penser que la chaîne débarque au Québec, c'est-à-dire que on a une surabondance de cochons. On ne sait pas quoi faire avec. On remplit le frigidaire. Un jour, le frigidaire devient trop plein. On doit se rabattre sur des containers à prix beaucoup plus faible. Nos entreprises locales, c'est-à-dire Olimel, par exemple, perdent de l'argent et décident de dire, je mets les breaks là-dessus. J'arrête d'acheter. On a des parts en attente. On va avoir un scénario d'urgence. Donc, au niveau local, on pouvait avoir ce risque, une forme de répercussion. C'est pas tant la capacité d'abattage, mais la capacité d'exportation qui pourrait refouler. À l'heure où on se parle, je n'ai pas cette situation-là qui est aussi angoissante qu'il y a à peu près un mois. L'exportation semble couler. C'est peut-être pas parfait, mais les scénarios où on a vraiment là, la chaîne qui débarque, on se rappelle, disons, là, de la pandémie, puis toutes les histoires de 2021-2022, les ports en attente, la coupe de l'email. C'était un scénario que je pouvais craindre, mais pour le moment, semble que tout se déroule correctement. merci, Simon. On Question? va y aller. Oui, on va y aller avec la question de Nicolas Tremblay. À vous la parole. Oui, merci Simon. Merci pour la présentation. Une petite question. On essaie de comprendre, là, c'est un gouvernement américain qui a été élu sur des bases économiques, qui prévoyait un développement économique important. Puis là, on voit qu'avec les tarifs, tout baisse. On lit un peu partout là, que, exemple, les agriculteurs américains sont pas très contents pour les exportations vers la Chine, etc. C'est quoi ton explication par rapport à ces positions-là? Bon, je vous dirais que rendu là, des fois, il vaut mieux en rire parce qu'effectivement, que
ce qui se passe au niveau de la politique américaine, c'est pas sur quoi qui a été réellement élu, à mon avis. Il a été élu avec moi, ça va marcher financièrement, on va avoir une création de valeur, on va vouloir baisser les impôts, on va vouloir avoir des indices boursiers. Et là, il a commencé à envoyer des balles courbes de renégocier à peu près tout ce qui était à renégocier. C'est le chaos au niveau des indices boursiers. Ça s'est répercuté même au niveau des marchés obligataires. Essayez de comprendre Trump. J'ai pas. Je pourrais poser la même question moi aussi. Fait que actuellement, je suis incapable de savoir qu'est-ce que Trump fait et pourquoi il le fait. Et je ne suis pas le seul. Quand je vous ai montré les indices de volatilité, les indices boursiers, on est un paquet à regarder ces instruments-là. Et l'économie mondiale, être carrément là, les quatre fers en l'air, là, à défaut d'une autre expression plus sophistiquée. Donc, votre question, elle est très pertinente, mais je ne suis pas capable d'expliquer ce que Trump fait de manière, d'un point de vue logique et économique. Personne n'y arrive. Donc, il n'y a pas de logique dans ce qu'il fait. Je comprends qu'il s'il veut renégocier trois, quatre affaires, mais c'est correct de renégocier des ententes commerciales, mais de rentrer avec le quai, la boule de bowling dans le jeu de bowling, comme qu'il fait actuellement, c'est pas du tout ce qui était prévu, puis c'est pas du tout sur ce quoi qui s'est fait élire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais regarder dans les textos non plus. Donc, merci beaucoup, Simon Brière et puis Simon Leclerc pour le sujet très intéressant et pertinent. Donc, ça met fin au webinaire du jour. J'en profite aussi pour vous parler du Webiport qui va se tenir le 17 avril. Claudine Lucier va venir vous parler des VDR et puis on va annoncer aussi le prochain Webiport que vous allez pouvoir trouver sur notre site Internet. C'est sur la plateforme de formation Port Savoir. Ça va se tenir le 7 mai et ce sera animé par Marie-Pierre Lachance. Donc, voilà, on vous souhaite une belle journée. Merci.